Même si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, vous aurez sûrement entendu parler du Bitcoin. Et pour cause, il s'agit de la première crypto-monnaie jamais créée, et surtout de la plus importante en termes de capitalisation de marché. Il existe en fait plusieurs milliers de crypto-monnaies, de nouvelles se créant chaque jour. Ces autres crypto-monnaies sont aussi appelées altcoins, pour monnaie alternative. La plus connue d'entre elles est l'Ether, la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum. Nous parlerons du marché des crypto-monnaies dans la deuxième vidéo de cette série. Il est d'abord extrêmement important de comprendre la technologie qui a rendu possible l'échange des crypto-monnaies, la blockchain. En effet, la blockchain est véritablement un outil, une technologie. Une des applications de cette technologie est l'échange décentralisé, on reviendra vraiment là-dessus, de transactions digitales, de fichiers informatiques, comme les crypto-monnaies. Mais cette technologie est bien plus vaste que sa simple application financière, et surtout bien plus prometteuse. Il faut donc vraiment faire la différence entre crypto-monnaie et blockchain, bien que ces deux concepts soient intimement liés. En effet, les crypto-monnaies ne pourraient pas exister sans blockchain, mais les blockchains, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne pourraient pas non plus fonctionner sans l'existence de certaines crypto-monnaies, celles-ci servant à rémunérer les personnes et serveurs, garantissant le bon fonctionnement des blockchains. Mais que penser de ces deux concepts? Alors, il est déjà utile de constater que la plupart des critiques émises au sujet de ce monde sont en fait dirigées presque exclusivement vers le marché des crypto-monnaies. Quand on parle de blanchiment d'argent, de bulles spéculatives, etc., c'est bien le marché des crypto-monnaies qui est visé. La technologie blockchain n'a, elle, presque rien à se reprocher. Au contraire, les valeurs et solutions qu'elle envisage d'apporter sont à mes yeux plus que louables. Certains comparent la blockchain avec Internet, et il est possible qu'elle révolutionne le monde et les business tels qu'on les connaît aujourd'hui, comme l'a fait Internet il y a 30 ans. Et de manière similaire, il y a 30 ans, on parlait de bulle Internet, critiquant cette technologie parfois avec raison. Il y a eu beaucoup de hype derrière et beaucoup se sont cassés les dents. Il n'en demeure pas qu'Internet a changé nos vies, et je pense que la blockchain pourrait faire de même. On va donc dans un premier temps parler de cette technologie. Déjà, parce que c'est important de comprendre la raison et l'utilité réelle de cette révolution, mais aussi de comprendre la raison de l'engouement qu'il y a autour des crypto-monnaies à l'heure actuelle. En effet, celles-ci sont en fait beaucoup plus que de simples monnaies digitales sur lesquelles les gens s'amusent à spéculer. D'ailleurs, si des entités comme Tesla ou Grayscale investissent dedans, c'est grâce à la blockchain. Je comparais à l'instant la blockchain à Internet. Ce n'est pas vraiment correct. En effet, la blockchain, fonctionnant grâce à un réseau d'ordinateurs, de nœuds interconnectés, a besoin d'Internet pour fonctionner. La blockchain est plutôt une nouvelle manière d'utiliser et d'appréhender Internet afin de tenter de révolutionner la finance, ainsi que d'autres business mettant en relation des individus entre eux. Aujourd'hui, nous avons un système financier et un Internet centralisé. En effet, si je fais un virement à Luc, c'est ma banque, de manière centralisée, qui va vérifier que j'ai assez sur mon compte et qui va prendre note de ces transactions et prendre les actions qui en découlent. Si je commande un Uber, c'est Uber qui va prendre note de ma commande et me mettre en relation avec un chauffeur. Et si je veux regarder un film, c'est Netflix qui va prendre note de mon envie et me proposer un film, film pour lequel il aura négocié les droits préalablement avec les producteurs. Notez que si Uber et Netflix sont capables de faire ça, c'est grâce à des cloud vendors ou fournisseurs de cloud, comme Google Cloud ou Amazon Web Service, qui vont leur fournir tous les outils nécessaires, espace de stockage, puissance d'ordinateur, pour déployer leur site et offrir leurs services. Tout est donc centralisé. Jusqu'ici, vous pourriez déjà vous demander, mais quel est le problème? On reviendra sur les bénéfices d'une décentralisation plus tard. La blockchain, donc, rend possible l'existence de ces services sans avoir recours à une entité centralisée. Les transactions, peu importe de quelle nature d'ailleurs, ne sont pas écrites et possédées par une seule entité, mais bien publiques, bien que parfois cryptées, et écrites sur plein de disques durs répartis tout autour du monde. La finance classique est remplacée par ce qu'on appelle la finance décentralisée, Decentralized Finance ou DeFi en anglais, et l'argent devient des crypto-monnaies. En ce qui concerne des projets qui n'ont rien à voir avec la finance, nous avons par exemple Ultra, qui permet la création et achat de jeux vidéo décentralisés, ou encore Ocean, qui permet de protéger, vendre, échanger vos données personnelles de manière décentralisée. Et de manière similaire, ces projets ont besoin d'une sorte de cloud vendor décentralisé pour exister. Il s'agit ici des différentes blockchains. Et la plus utilisée aujourd'hui est celle Ethereum, le cas de la blockchain Bitcoin étant un peu particulier. Finalement, pour finir l'analogie, alors que Netflix et Uber vont payer AWS en dollars, les utilisateurs iOS et Ocean vont payer les nœuds Ethereum via des frais de transaction en Ether. Notez ici que ce n'est pas iOS qui paye Ethereum, c'est bien l'utilisateur qui participe aux frais de fonctionnement de la blockchain en rémunérant les nœuds du réseau afin qu'ils garantissent le bon fonctionnement et la sécurité de celui-ci. Notez aussi que de la même manière qu'il est possible d'investir dans Netflix en achetant des actions Netflix, il est possible d'investir dans UOS en achetant des tokens ou crypto-monnaies UOS. L'analogie est ici un peu douteuse, on y reviendra quand on parlera du marché en tant que tel.
Avant d'expliquer comment cette décentralisation est rendue possible, et c'est là que ça deviendra un peu technique, essayons de comprendre l'utilité de la décentralisation. Pour ce faire, je suis obligé de faire une mini parenthèse non exhaustive sur l'histoire du Bitcoin. La blockchain du Bitcoin, avec un grand B, a été créée par un certain Satoshi Nakamoto en 2009, suite à la crise financière, due essentiellement, on pourrait dire, à la mauvaise gestion de nos portefeuilles par les banques. Ce Satoshi Nakamoto est en fait un pseudonyme, personne ne connaît son identité. Il s'agirait d'ailleurs sûrement d'un groupe de personnes. Utilisant des techniques cryptographiques, d'où l'appellation crypto-monnaie, et des schémas de pensée déjà existants, mais rendus possibles en pratique grâce à la puissance des ordinateurs actuels, il publia ce qu'on appelle un white paper, ou livre blanc, dans lequel il décrit le fonctionnement de cette blockchain. Sur cette blockchain pourra ainsi s'échanger des bitcoins, avec un petit b cette fois. La définition de cette blockchain est donc non seulement publique, mais elle est écrite, ou plutôt codée, dans le marbre. Personne ne pourra modifier les règles du jeu par la suite. Et une des règles, par exemple, étant que seulement 21 millions de bitcoins seront créés au fil du temps, évitant ainsi une inflation que seules les banques centrales peuvent contrôler aujourd'hui. Initialement, ces bitcoins se devaient être vraiment simplement la preuve qu'il était possible de s'échanger des informations digitales sans l'aide ni la confiance d'un intermédiaire, comme une banque. Ces bitcoins n'avaient d'ailleurs aucune valeur, ou presque. 12 ans après, ils en valent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bien que chaque blockchain ait en fait ses propres règles, certains concepts demeurent. Ces règles sont publiques et ne changeront pas, sauf consensus très rare de la communauté. La décentralisation permet donc de pouvoir avoir confiance en un système sans devoir faire confiance en personne. Alors pour être franc, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'anti-système ou de complotiste. J'ai d'ailleurs plutôt confiance en ma banque, par exemple. Mais avant de passer aux autres avantages que celui de la confiance, il faut quand même admettre qu'à l'échelle macro, à l'échelle d'une société de 7 milliards d'individus, ce concept est extrêmement puissant. Vous vous souvenez de ces scènes dans les films où il faut faire un échange de tâches contre une rançon. Et c'est impossible de faire confiance en quelqu'un. Et on se dit qu'inévitablement, un des deux partis va tenter de repartir avec l'argent et l'otage. Ah ben, je me suis souvent demandé, étant petit, si on ne pouvait pas créer une sorte de machine pouvant orchestrer l'échange sans que personne ne puisse tricher. Ah ben, dans le monde du digital, cet outil, c'est la blockchain. Parcourons maintenant les autres avantages d'une décentralisation. Premièrement, mon argent m'appartient. Alors, vous avez peut-être entendu parler aux nouvelles de quelqu'un ayant perdu son mot de passe et donc ne pouvant plus accéder à ses bitcoins. Le système est mal fait, vous allez dire. En revanche, c'est vrai que si vous perdez votre mot de passe de votre application bancaire, pas de problème, vous appelez votre banque, ils vérifient que c'est bien vous et ils vous donnent un autre mot de passe. Alors, malgré le côté pratique et peut-être rassurant, cela veut surtout dire que votre banque, elle a accès à votre argent, avec ou sans votre mot de passe. Si elle a accès à votre argent, elle peut le perdre, mais elle peut surtout l'investir où elle veut, comme dans les armes, et surtout récupérer le fruit de cet investissement, qui est parfois de plusieurs dizaines de pourcents par an, en vous donnant peut-être au mieux 2% sur un compte épargne classique. Sur la blockchain, si votre compte en banque est appelé public key ou clé publique, votre mot de passe serait appelé private key ou clé privée. Mais ce n'est pas juste un moyen d'accéder à votre argent. Cette private key, c'est en fait l'unique preuve que cet argent vous appartient. Non seulement personne, pas même l'ordinateur le plus puissant du monde, ne pourrait tenter toutes les combinaisons possibles pour récupérer ce mot de passe, mais surtout, sans lui, vous n'avez en fait aucune preuve que c'est votre argent. Ainsi, si quelqu'un a accès à votre private key, il détient votre argent, ou plutôt son argent. Mais avec ce système, au moins, vous décidez de où investir votre argent, vous en prenez la responsabilité et vous en récoltez tous les fruits. Le deuxième avantage est celui de pouvoir simplement s'affranchir d'intermédiaires et donc de payer moins de frais. Alors certes, il y aura des frais de réseau, mais comme il n'y a aucun monopole, ils seront bien plus faibles que les frais d'un intermédiaire classique comme Airbnb, Uber, une banque, etc. Troisièmement, la blockchain permet d'authentifier l'écriture d'une transaction ou autre fichier informatique, crypté ou non. En effet, quand quelque chose est écrit sur la blockchain, personne ne pourra jamais remettre en cause cela, car ce fichier aura été écrit et validé par des milliers d'ordinateurs à travers le monde, tous régissant aux mêmes lois, protocoles, garantissant l'intégrité des informations écrites. Imaginez toutes les applications dans le domaine des brevets, des actes de notariat, des élections, de l'achat d'œuvres d'art, etc. Enfin, cette déduplication des données, couplée à des techniques cryptographiques très poussées, rendent en fait le piratage de ces données extrêmement compliqué. Il est d'ailleurs presque impossible qu'une blockchain tombe en panne ou qu'elle soit contrainte de fermer. Le marché des cryptos
peut peut-être lui s'écrouler, mais pas la blockchain. Ça y est, c'est bien beau de parler de système décentralisé, mais comment est-ce possible que tous ces nœuds se mettent d'accord et gardent une copie identique du fichier de la blockchain, tout en évitant tout type de fraude, externe ou interne à une blockchain? Alors premièrement, ici nous utiliserons comme exemple des transactions bancaires. Mais n'oublions pas que cela marche avec tout type d'échange d'informations. Finalement, il s'agit ici d'une vulgarisation nécessaire et nous n'entrerons donc pas dans les détails techniques liés à la cryptographie. Imaginons une blockchain où 5 ordinateurs décideraient d'occuper le poste de nœud. On parlera de leur rémunération après. Dans notre exemple, tous les utilisateurs occupent ce poste de nœud. En réalité, vous pouvez bien sûr utiliser une blockchain sans participer à la bonne gestion, à la sécurisation de celle-ci. Ainsi, il y a en fait beaucoup plus d'utilisateurs que de nœuds, mais simplifions. Imaginons que je veuille donner 10 à Luc. En fait, la plupart des blockchains, comme celle du Bitcoin, est pseudonyme. En effet, vous ne connaissez pas l'identité des utilisateurs, mais uniquement leur numéro de compte ou public key qu'on représentera ici, par simplicité, par des chiffres de 1 à 5. Il faut donc que Luc me donne sa clé publique pour que je puisse effectuer ce virement. Notez que, contrairement à ce qui est souvent décrié, cette blockchain n'est pas anonyme, car toutes les transactions sont publiques, ce qui rend le Bitcoin en fait bien plus traçable que de l'argent liquide par exemple. La seule inconnue est en fait le lien entre la clé publique et l'identité de l'utilisateur, mais cela pourrait changer avec certaines régulations futures. Ainsi, si je veux donner 10 à Luc, j'émets sur le réseau à qui veut l'entendre, y compris les 5 nœuds, que j'enlève 10 de mon compte, le compte 1 donc, et que j'ajoute 10 sur celui de Luc, le compte 3. À cela, j'ajoute quelques informations supplémentaires comme la date et l'heure de la transaction. Jusqu'ici, il s'agit d'une simple application comme TreeCount ou TransferWise. Sauf que les transactions sont systématiquement vérifiées et stockées sur tous les nœuds. De sorte que si vous tentez d'écrire quelque chose d'incohérent, comme donner 10 à Luc mais ne rien enlever à mon compte, en fait cela se remarquera et les nœuds n'accepteront juste pas la transaction. Notez d'ailleurs que dans la vraie vie, l'argent est manipulé aussi de cette manière, sauf que l'entité qui gère l'application, c'est la Banque Centrale Européenne. Finalement, pour pouvoir débiter un compte, il faut que la personne signe cette transaction à l'aide de sa clé privée, de son mot de passe. Et les nœuds ont en fait pour mission de vérifier que ce mot de passe correspond bien à son numéro de compte, sa public key. En effet, il est très facile de prouver qu'une clé privée correspond à sa clé publique, mais impossible de trouver la clé privée depuis une clé publique. Et heureusement. Merci qui? Merci la cryptographie. J'envoie donc cette transaction à tous les nœuds, et tous vont vérifier que cette transaction est cohérente, qu'il y a encore assez d'argent sur mon compte, que ma clé privée correspond à ma clé publique, etc. Une fois validée, cette transaction va attendre patiemment la création d'une nouvelle page du registre, d'un nouveau bloc. Chaque blockchain a défini, dans son white paper, une fréquence de création des blocs, ainsi que la taille, en bytes, maximum d'un bloc. Ces deux paramètres réunis définissent en fait ce qu'on appelle le nombre de transactions par seconde que peut gérer une blockchain. Celle du Bitcoin valide environ 3 transactions par seconde, avec un bloc de maximum 1 mégabyte de créer toutes les 10 minutes. D'autres nouvelles blockchains sont en fait bien plus rapides, en théorie du moins. Enfin, après 10 minutes, chaque nœud va créer un bloc, une page, contenant toutes les transactions valides qu'il aura reçues ces 10 dernières minutes. Il va ensuite falloir se mettre d'accord sur quel est le bloc officiel à ajouter à la blockchain. Alors, dans le meilleur des mondes, en fait, chaque nœud a le même bloc à proposer. Mais imaginons que ma transaction ait mal été lue par un nœud, et donc invalidée. Ou pire, qu'un nœud ait décidé d'ajouter des transactions frauduleuses dans son bloc, pour s'ajouter de l'argent par exemple. Il se pourrait qu'un des 5 nœuds ait en fait un bloc différent à proposer. Chaque blockchain a donc un protocole, un consensus bien établi pour décider quel bloc sera le bloc officiel à ajouter à la blockchain. Je reviendrai là-dessus. Ainsi donc, un bloc est créé et va donc être ajouté en fin de chaîne. Pour s'assurer qu'il soit bien ajouté à la fin et qu'il soit impossible de modifier un bloc au milieu, chaque bloc sera lié cryptographiquement au précédent, formant ainsi une véritable chaîne. Ainsi, si vous voulez modifier le bloc créé il y a 40 minutes, il vous faudra aussi modifier le bloc d'il y a 30 minutes, puis celui d'il y a 20 minutes, etc. Pendant ce temps, les autres nœuds vont continuer à ajouter des blocs et il vous sera juste impossible de suivre le rythme. Finalement, la blockchain possède maintenant un bloc de plus et nous repartons à zéro. Nous avons donc un registre décentralisé, où il est uniquement possible d'ajouter des pages à la fin du registre ou des blocs à la fin de la blockchain, à une fréquence prédéfinie lors de la création de celle-ci. Je parlais à l'instant du protocole, du consensus, utilisé afin de choisir ou d'élire le prochain bloc à ajouter à la blockchain.
Ce protocole peut vous sembler être un détail peu important, mais il s'agit en fait de l'élément central d'une blockchain, car toute sa sécurité repose sur ce protocole. En effet, si celui-ci était mal défini, n'importe quel nœud pourrait ajouter impunément de l'argent sur son compte. Vous voyez, quand vous tenez des comptes en vacances entre amis, vous avez confiance en eux pour ne pas tricher. Mais dans le cas de la blockchain, vous interagissez avec des millions d'inconnus à travers le monde. Et le but est bien de faire confiance en un système sans devoir faire confiance en personne. Alors, lors d'une transaction centralisée, un virement bancaire, la banque fait office d'intermédiaire. Et donc, il vous suffit simplement de faire confiance en la banque. Ici, on veut aller un cran plus loin et créer un protocole qui nous permet de ne devoir faire confiance en personne. Il existe deux grandes familles de protocoles. Les blockchains utilisant le protocole Proof of Work ou preuve de travail, comme celle du Bitcoin par exemple, et celles utilisant le Proof of Stake ou preuve d'enjeu, comme celle de Polkadot. Ethereum étant actuellement en Proof of Work, mais en pleine transition vers ETH2 en Proof of Stake. J'expliquerai ces deux protocoles juste après, ainsi que la manière dont sont rémunérés les nœuds dans ces deux cas. Il existe même d'autres familles de protocoles, hein, et le protocole parfait serait en fait celui pouvant trouver le meilleur compromis entre scalabilité, décentralisation et sécurité. Le monde de la crypto cherche encore. Une fois de plus, ces protocoles font partie des règles du jeu qui sont écrites dans le white paper de la blockchain et sont inscrits ou codés à jamais dans celle-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager avec tes amis, tes parents, tes grands-parents, et puis surtout à t'abonner pour te tenir au courant de la sortie des nouvelles vidéos.